Bien, bonjour tout le monde, si vous prenez place. Troisième séance de ce séminaire dans le cadre de la chaire de philosophie à l'hôpital animée par Cynthia Fleury sur la thématique du sujet en lien avec les psychiatries et les neurosciences. Avant tout, je vous adresse mes vœux de santé, de bonheur, de succès, de toutes sortes de respirations réjouissantes. Nous espérons vous retrouver régulièrement dans ces lieux autour de la chaire de philosophie et d'une façon générale autour de la réflexion à laquelle nous souhaitons participer dans le champ des soins. Aujourd'hui, je te pique le titre. Le titre de la présentation de Cynthia, c'est Aliénation sociale et avatar, ce qu'en disent la philosophie et la psychanalyse. C'est donc la troisième séance. La prochaine, je chercherai à faire une articulation avec les neurosciences pour la session de début février. Et puis le programme a dû être mis à jour sur le site de la chaire pour les séances qui suivent, les 4 qui suivent jusqu'à la fin de l'année. Si jamais vous avez des difficultés pour vous inscrire sur la plateforme d'inscription, n'hésitez pas à envoyer un mail sur le mail de contact de la chaire de philosophie. Comme vous le savez, ces sessions ont pour but de lancer une réflexion ici articulée ce soir par Cynthia Fleury, mais avec aussi l'objectif d'échanger. Donc n'hésitez pas à intervenir à l'issue de la présentation de Cynthia Fleury. En tout cas, nous sommes ravis de débuter l'année avec vous ici à Saint-Anne. À toi. Merci Raphaël. Et puis vous adressez moi aussi mes vœux. Ça fait maintenant la 3e année que je vous adresse mes vœux, donc c'est un grand plaisir. Enfin, pas ici, première année ici, mais 3e concernant la chaire de philosophie. Le meilleur, écoutez, le meilleur, la santé de fait puisqu'elle est matricielle, mais de l'inattendu heureux, de l'inspiration, une capacité d'effort, le non-découragement, enfin voilà quoi, des choses qui nous sont nécessaires pour à la fois endurer, mais si possible de le faire de la façon la plus, là encore une fois, créative possible, parce que l'endurance c'est sympathique, mais bon, si ça peut être un tout petit peu plus, poétique, c'est quand même mieux. Alors, on va, juste un point quand même avant de commencer sur l'aliénation. Aujourd'hui, on traite de l'aliénation sociale, spécifiquement. Pas au sens hegelien, même si j'y reviendrai très légèrement, mais au sens de Marx, et comment c'est venu transformer la critique sociale, et la question, bien évidemment, aussi du travail, et la question, je vais donner juste un exemple possible sur la question de l'addiction, parce que c'est un avatar aussi possible de cette aliénation sociale. Donc j'en dirai quelques mots. Mais auparavant, vous dire que, vous savez, nous lançons donc toute cette réflexion sur cette école française du Care, The French Care, et avec donc les chaires de philosophie, les universités des patients, avec Catherine Tourette-Turgis, et puis un grand livre blanc qui va effectivement se faire comment dire, j'ai oublié la date, à partir de février, on va dire de février jusqu'à la fin de l'année, un petit peu moins. Et ce livre blanc sera accompagné de lieux d'expérimentation, de POC en bon français, de Proof of Concept. Et autour de quoi? Et autour d'une question qui est qu'est-ce que serait l'hôpital géré par les patients? Donc ça, c'est une question de travail, c'est une question qui à terme donnera lieu à des expérimentations, et je vous renvoie vers les membres de la chaire, et notamment vers Soisic, Briand qui est sans doute dans la salle, pour tous ceux qui sont intéressés à participer, que ce soit en termes de réflexion, que ce soit en lieu, des services ici qui pourraient être intéressés sur ces questions. En tout cas, c'est une aventure assez conséquente et que, bien évidemment, il s'agit de faire ensemble. C'est ça, notamment, l'intérêt.
Alors, aujourd'hui, donc aliénation sociale et avatar. Alors, j'ai dit tout à l'heure, pas au sens de Hegel. Hegel, que ce soit dans logique, métaphysique et philosophie de la nature, ou plutôt ce qui a été traduit sur la philosophie de l'esprit, ou que ce soit même dans la phénoménologie de l'esprit, vous avez une vision assez positive de l'aliénation, sachant que en fait c'est essentiellement un moment essentiel qui vient caractériser la vie de l'esprit, l'existence spirituelle, et donc en somme comme si l'aliénation venait raconter la vérité de l'esprit qui est de se faire autre, qui est d'aller au bout de soi-même, qui est de devenir étranger à soi-même. Donc une aliénation qui est pensée chez Hegel comme une activité première de l'esprit qui serait celle en fait de l'extériorisation, d'un devenir autre que soi-même, ce qui viendrait d'une certaine manière constituer la densité de la conscience. Donc on n'est pas, bien évidemment, on n'est pas dans ces formules-là, mais c'est intéressant et j'y reviendrai plus loin parce que ça peut éventuellement nous donner parfois une vision positive du moment de la négation et de la négativité. Et chez Hegel, vous savez à quel point cette question de la négation, elle est essentielle. Mais en tout cas, voilà, chez Hegel, c'est précisément pas l'aliénation qui vient empêcher le sujet d'être soi, alors que précisément chez Marx, ce sera ça. Ce sera l'aliénation qui vient empêcher le sujet d'être soi. Reprenons aussi ce que dit Hegel du travail, la notion du travail, et précisément en quoi travail et aliénation chez Hegel, là aussi, non pas, en tout cas peuvent se coordonner au travers d'une notion qui serait celle toujours d'extériorisation ou encore une fois d'objectivation. Qu'est-ce que c'est le travail? C'est le, dit Hegel, se faire chose du moi. C'est le se faire objet du moi. Et avec une formule qui est assez magnifique d'ailleurs, dans la phénoménologie de l'esprit, où précisément Hegel dit voilà le moi, puis vous l'avez aussi parce que dans Real Philosophie, enfin c'est vraiment de toute façon un leitmotiv dans toute la philosophie hegelienne, donc ça c'est pas déterminant en termes de référence, mais le moi, dit-il, est la forme de l'inquiétude pure. Le travail, c'est cette inquiétude devenue objet. C'est cette forme de, comme s'il y avait, si vous voulez, cette immense densité sombre qui est celle du moi, et à un moment donné, un moment de fixation possible, d'objectivation possible de cette agitation sombre serait, tiens, chute dans un objet, le travail, l'œuvre. Là, on est vraiment dans une conception œuvre du travail, une objectivation qui est que, bien évidemment, je me rends extérieur à moi-même, mais je me maintiens. Et même cette extériorité, d'une certaine manière, me renvoie à un système de maintien d'identité. Donc, pour le coup, on est très très loin d'une approche chez Marx de l'aliénation où précisément il y a une perte de l'objet. On verra comment Marx a mis en place ce process de montrer comment l'aliénation en fait construit une objectivation qui met en place une perte d'objet. Et c'est ce process-là qui construit l'aliénation chez lui et qui bien évidemment renvoie plus spécifiquement en plus au monde du travail. Mais c'est intéressant que voilà, tout l'enjeu du travail, en fait, c'est de produire un objet, de se faire chose, dans lequel le sujet ne disparaît pas, et également un objet qui ne disparaît pas. Par exemple, c'est très différent de la consommation. La différence, vous voyez très bien comment la consommation, d'une certaine manière, ne fait pas œuvre par rapport au travail. Le travail produit un objet qui reste. La consommation absorbe un objet qui disparaît.
et qui ne permet pas le même maintien. La contemplation, bien évidemment, la contemplation, c'est comme une production et une consommation, si j'ose dire. C'est-à-dire, à la fois, il y a un objet qui est là, qui se maintient, j'arrive d'une certaine manière à l'éprouver, mais je ne le fais pas disparaître. Bon, et c'est très intéressant parce que c'est dans cette dialectique-là où il y a un objet quand même. Et c'est parce que l'objet se maintient qu'il y a aussi un sentiment de son propre sujet. Et puis en même temps, c'est aussi parce que l'objet est extérieur au sujet qu'un sujet peut, là aussi encore, se maintenir. Alors, sur le concept d'aliénation, c'est principalement le texte des manuscrits de Marx, manuscrits de 1944, où là, vraiment, vous avez voilà, toute la définition du concept d'aliénation. Et alors, plusieurs choses. L'enjeu chez Marx, c'est de montrer comment cette aliénation est en fait un processus, une dynamique de falsification. Je pense que c'est important de voir comment on falsifie quelque chose, de perversion. Je vais citer, Marx pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut entendre derrière la notion de perversion. En somme, d'inversion des valeurs. Donc l'aliénation, c'est pas simplement un rendre extérieur à soi, c'est aussi une perversion, c'est aussi une falsification. C'est la construction d'un monde de valeurs, mais qui est corrélée à une dépréciation, et notamment une dépréciation de l'homme, à une dépréciation du sujet. C'est une immense dynamique, un continuum, donc c'est pas simplement une chose, c'est toute une série, c'est tout un écosystème, c'est tout un système, c'est une machine qui, bien évidemment, renvoie à la question de la propriété, bien évidemment chez Marx. Donc, Marx le dit, c'est le chapitre 22, pour définir ce qu'est l'aliénation. C'est l'enchaînement essentiel qui lie, bien évidemment, la question de la propriété privée. Deuxième temps, la soif des richesses, donc on va dire l'avidité, la pulsion de l'avidité, la question du seul profit. La séparation du travail du capital de la propriété, donc là c'est la question de la division du travail, qui est centrale bien évidemment chez Marx, mais c'est aussi la question de la scission des destins. Le destin du travailleur n'est pas le destin du producteur, n'est pas le destin du propriétaire, alors que bien évidemment, normalement, tout ça forme une même personne. Ben là, non, précisément pas. Et puis, bien évidemment, la question de la dépréciation de l'homme, bref, le lien de toute cette aliénation avec le système de l'argent. Et on verra tout à l'heure comment vous avez chez Marx une définition de l'argent qui est très proche de celle de Simmel dans la philosophie de l'argent, où précisément Simmel va définir l'argent comme le grand convertisseur, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire, je cite, possibilité de toutes les valeurs et valeur de toutes les possibilités. Et c'est-à-dire le moyen dans son absoluité, au sens où le moyen se meut en fin. Et il y a une inversion, bien évidemment, du moyen avec la finalité. Alors, pourquoi falsification, perversion, inversion des valeurs? Toujours, on poursuit le chapitre 22, l'ouvrier devient, c'est ça qui est intéressant, c'est cette dynamique d'absolue non-réciprocité. C'est aussi ça qui se joue dans la question de l'aliénation, c'est-à-dire un lien, c'est-à-dire quelque chose qui vient non seulement me donner le sentiment d'une dépossession par rapport à moi-même, mais quelque chose qui vient aussi réifier le lien social, et qui vient casser la possibilité d'un lien social réciproque.
L'ouvrier devient d'autant plus pauvre qu'il produit plus de richesse. Voilà la perversion. C'est ça qui s'enclenche. Hein? L'ouvrier devient d'autant plus pauvre qu'il produit plus de richesse, que sa production croît en puissance et en volume. L'ouvrier devient une marchandise d'autant plus vite qu'il crée plus de marchandises. La dépréciation du monde des hommes augmente en raison directe de la mise en valeur du monde des choses. Donc c'est véritablement voilà, une balance comme ça, une mécanique qui est structurelle. Et donc, le travail ne produit pas que des marchandises, il se produit lui-même et produit l'ouvrier en tant que marchandise. Donc, il chosifie d'une certaine manière l'ouvrier. Donc c'est un phénomène de perversion généralisée, et pour le dire un peu autrement, dans toujours les manuscrits, c'est vraiment un texte clé là-dessus, pour comprendre comment on vient définir non pas l'aliénation au sens psychiatrique du terme, mais comment une société peut être un dispositif d'aliénation, avec en son cœur différentes mécaniques, dont celle du travail. Et en gros, comment, là aussi, on a un état de celui qui se trouve devant les produits de son activité comme devant, dit Marx, une puissance étrangère qui le domine et une puissance hostile en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il constitue un objet avec tout son être, et précisément cet objet lui renvoie un certain type d'hostilité et une impossible maintenance dans cet objet. On va y revenir. Alors je disais la perversion et la falsification des valeurs. C'est toujours dans les manuscrits 44. L'argent est la perversion généralisée des individualités qu'ils changent en leur contraire. Alors c'est joliment là aussi dit, en leur attribuant des qualités qui ne sont pas le moins du monde les leurs. Notion existante et agissante de la valeur, voilà ce que fait l'argent. L'argent confond, donc c'est un phénomène de confusion, et échange toute chose. Il est la confusion et la conversion générale. Il est le monde à l'envers. La confusion et la conversion de toutes les qualités naturelles et humaines. Alors par exemple, soyons très concrets, ce qui, grâce à l'argent, est pour moi ce que je peux payer, c'est-à-dire ce que l'argent peut acheter, je le suis moi-même, dit Marx, par exemple. C'est-à-dire qu'en gros, tout simplement, c'est un phénomène où par la matérialité, je saisis mon ontologie. Je saisis ma substance, je saisis mon sujet, et voire même je change ce sujet. Je le suis moi-même, moi, le possesseur de l'argent. Les qualités de l'argent sont mes qualités. Ça, c'est aussi un phénomène d'aliénation. Je veux dire par là que l'aliénation n'est pas qu'un phénomène qui concerne celui qui est le plus pauvre d'entre nous. Il y a plusieurs manières d'être pauvre. Bon. Si on sens au sens de pauvreté par rapport au sujet. Bon. Exemple, je suis laid. Bon, c'est un peu sexiste ce qui arrive juste derrière. Je suis laid, mais je peux m'acheter la plus belle femme. Donc, je ne suis pas laid. Car l'effet de laideur est anéanti par l'argent. Et ça, c'est fantastique aussi. L'argent m'évite la peine d'être malhonnête. Donc, l'argent fait figure de moralité. Il y a une éthique. C'est l'argent qui produit un certain type d'éthique. Et c'est ça la perversion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'argent fait ordre. C'est l'esprit réel de toute chose.
plus loin encore, il va dire, il transforme là aussi pour ce système d'inversion des valeurs, cette sophistique. Hein, il transforme la fidélité en infidélité, l'amour en haine, mais la haine en amour. La vertu en vice, mais le vice en vertu. Le valet en maître, mais le maître en valet. L'idiotie en intelligence, l'intelligence en idiotie, etc. etc. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement faire autre que soi-même, c'est faire à l'opposé. Ça va jusqu'à la possibilité de créer véritablement quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec soi, voire qui est opposé à soi. Et donc c'est l'argent qui vient ici, qui est en tout cas posé comme la condition de l'identité sociale dans un premier temps, mais très très vite la condition de l'identité tout court. L'argent fait ontologie, l'argent moralise, et puis vous savez, c'est ce qu'on voit très très bien dans le Capital aussi, comment le cycle capitalistique dérégulé, mais même chez Marx, capitalistique tout court, va inverser le cycle classique avec la marchandise, c'est-à-dire une marchandise, je l'échange pour avoir de l'argent, et l'argent, je l'échange pour avoir une marchandise. Bon, voilà le cycle, je dirais, somme toute, serein, et puis bien évidemment, le cycle beaucoup plus spéculatif et qui inverse la finalité et les moyens, c'est-à-dire l'argent va vers une marchandise et immédiatement va vers l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent reste la finalité suprême et non pas le moyen, et le fait de venir constituer des besoins et d'échanger des besoins. Bon. Alors, je ne rentre pas dans... Je ne fais pas un cours sur l'argent, donc c'est pas... et puis, vous avez des propriétés bien plus positives chez Simmel, par exemple, qui sont très intéressantes. J'ai dit quand même un instant pour ne pas apparaître comme la version un peu rude de cette... mais une des versions positives de l'argent, et je dis ça notamment par rapport à la question de l'aliénation. Chez Simmel, c'est que ça permet d'arrêter, bien évidemment, la problématique du contre-don. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'argent clôt quelque chose, alors que ne pas être dans l'argent renvoie sans cesse à don contre don, et en fait, sentiment de dette, même si quelque chose est donné. C'est-à-dire que ça attache, au sens de ça aliène les uns et les autres. L'argent est libérateur dans ce sens-là. Et d'ailleurs, on en fait tous les jours. La petite expérience quotidienne, c'est qu'à un moment donné, on préfère payer quelque chose pour précisément s'en débarrasser. Et notamment un certain type de service, pour ne pas être dans ce sentiment de devoir impliquer à chaque fois son sujet, ce qui est la vérité des sociétés plus traditionnelles, qui impliquent à chaque fois leur sujet dans un système de don et contre-don. Bon. Donc, il ne s'agit pas il y a un aspect proprement, fondamentalement libérateur de l'argent. Mais chez Marx, là, ce que l'on attrape, c'est d'abord cette puissance de falsification et d'inversion des valeurs, et surtout cette dynamique connexe qui, au moment où on crée la valeur d'un objet, nécessairement, ça s'appuie sur la dépréciation de l'homme, ou la dépréciation du travail. Et c'est comme ça que se met en place l'aliénation. Aussi, si on continue un petit peu plus loin, donc c'est toujours, voilà, plus l'ouvrier s'extériorise, on l'a dit tout à l'heure, si on est hegelien, l'extériorisation, l'objectivation est un moment positif, c'est-à-dire c'est très important de pouvoir se faire objet, de pouvoir créer des objets. C'est aussi une manière de participer au monde commun, de pouvoir créer des objets, de faire œuvre d'une certaine manière. Là, au contraire, plus l'ouvrier s'extériorise dans son travail, plus il s'appauvrit. Et plus son monde intérieur devient pauvre. Donc ça aussi, c'est un des thèses de crédibilité très fort d'un travail aliénant, c'est que votre monde intérieur devient pauvre. Alors que normalement, le travail est bien évidemment un lieu de réalisation de soi-même. Et donc un lieu qui fait que mon être s'épanouit parce que précisément il s'objective aussi.
Donc plus il s'appauvrit, moins il possède en propre, et dit-il, en faisant référence à Feuerbach, justement, Feuerbach mettait l'aliénation, prenait un exemple pour définir ce qu'est l'aliénation, plutôt du côté de la religion, et il va là aussi faire écho à cette définition possible de l'aliénation par rapport à la question de la religion. Il en va de même dans la religion, plus l'homme met de choses en Dieu, moins il en garde en lui-même. L'ouvrier met sa vie dans l'objet, mais alors celle-ci ne lui appartient plus, elle appartient à l'objet. Et à ce moment-là, je l'ai dit tout à l'heure, se met en place le fait que la vie qu'il a prêtée à l'objet s'oppose à lui, hostile et étrangère. Et là aussi, c'est vraiment voilà, ce processus d'inversion et de dépréciation généralisée, chapitre 23, on poursuit ce système d'économie, l'aliénation de l'ouvrier. Plus l'ouvrier produit, moins il a à consommer, plus il crée de valeur, plus il se déprécie et voit diminuer sa dignité. Plus il produit de la forme, plus il est difforme. Très intéressant de voir que, bien évidemment, c'est la question du corps de l'ouvrier qui devient difforme parce que, bien évidemment, on dirait aujourd'hui TMS, troubles musculo-squelettiques, problèmes bien évidemment par rapport à l'ergonomie des machines qui sont antinomiques par rapport à ce qu'il fait, et puis pénibilité, des questions vraiment aujourd'hui très, très évidentes, alors qu'en face il y a un objet d'une sophistication totale. Plus son objet est civilisé, plus l'ouvrier est barbare. En fait, plus il tombe en barbarie. Non, mais si nous regardons aujourd'hui qui produit les iPhones, ça raconte ça. C'est-à-dire que d'un côté, une sophistication quand même assez grandiose de l'objet, miniaturisation, enfin bref, un truc absolument sophistication totale, et puis de l'autre côté, précisément pas cette sophistication qui vient s'appliquer dans le monde du travail de ceux qui sont en train de faire cela. Plus le travail s'est rempli d'esprit, plus l'ouvrier a été privé d'esprit. Et c'est pour ça que quand on s'interroge aujourd'hui sur les questions du bonheur au travail, du bien-être, que ça paraît un peu superfétatoire, que ça paraît un peu, comment dire, bobo, diraient certains, hors de propos, en fait, pas du tout. Ça renvoie bien évidemment à des vérités de non-aliénation, de toujours veiller à ce que le travail ne soit pas du côté de l'aliénation, mais du côté possible d'une subjectivation, d'accompagner un sujet, voire une émancipation, en tout cas donc, du côté de l'œuvre, et donc ce travail, si on reprend les termes mêmes de Marx, ne crée pas de malheur, hein, il le dit très clairement, il ne faut pas qu'il nie le sujet, mais qu'il lui permette de s'affirmer, ne se sent pas à l'aise, mais malheureux, ne déploie pas une libre activité physique, mais mortifie son corps, ruine son esprit. Donc voilà, c'est des mots quand même assez forts de mortification du corps, de ruine de l'esprit, qui résultats font que c'est pas un travail contraint, dit-il, c'est du travail forcé. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de rentrer dans cette idée que l'aliénation, ou plutôt que la liberté, que le processus de subjectivation est antinomique de la contrainte. Ça, c'est pas du tout. La contrainte est un des hauts lieux qui s'articulent, ou en tout cas un terrain d'exploration pour la question de l'autonomie. Il ne s'agit pas de cela. Il y a un entrelacement très très fort entre contrainte et autonomie. Mais en revanche, là au contraire, le travail extérieur, le travail dans lequel l'homme s'aliène, est un travail de sacrifice de soi, au sens où je fais disparaître mon sujet. Et donc il arrive effectivement à dire elle est la perte de soi-même. Et là aussi c'est très intéressant sur le fait qu'il vient dire, voilà, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer la chose suivante, c'est que
l'homme ne se sent plus librement actif que dans ses fonctions animales, manger, boire et procréer. Tout au plus encore dans l'habitation, le bestial devient l'humain. Manger, boire et procréer sont certes aussi des fonctions authentiquement humaines, mais séparées abstraitement du reste du champ des activités humaines, elles sont bestiales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il ne s'agit pas de dévaluer le fait de manger, de boire et de procréer. Ce sont des activités authentiquement humaines. Mais elles sont d'autant plus authentiquement humaines qu'elles ne sont pas corrélatives à la notion de survie. Et en fait, à quoi sert le travail? C'est ce qui sort l'homme de la survie. C'est ça. C'est-à-dire que par le travail, l'homme quitte son seul univers de besoins nécessaires, quitte l'univers de la nécessité. C'est ça la liberté. Il s'extrait de la nécessité qui s'abat sur lui par le travail. Si en revanche il a un travail qui ne permet pas de s'extraire de la nécessité, c'est donc que ce travail est un système pervers. C'est-à-dire que ce travail, en fait, ne fait que renforcer le processus de survie. Et c'est, de fait, aujourd'hui, vous avez un travail qui s'inscrit dans une économie de la survie et certainement pas dans le fait de nous extraire de cette économie-là. Et elle est là, l'aliénation. Elle n'est pas dans le fait de faire quelque chose qui, à un moment donné, ne serait pas sympathique, dur, compliqué, etc., mais qui, au final, nous libérerait du champ de la nécessité. Donc voilà, manger, boire, procréer, en fait, à un moment donné, ne doit pas être de la survie. Ça doit être aussi un lieu de réjouissance, un lieu d'épanouissement. En fait, être un homme libre, c'est faire en sorte que ce qui est présenté comme besoin nécessaire, manger, boire, etc., en fait, deviennent aussi potentiellement des lieux de réalisation de soi. Et non pas simplement des lieux de survie. Je mange parce que je ne peux pas faire autrement et je vais disparaître. Non. Si c'est un lieu de réalisation de soi, c'est je mange parce que je découvre un goût, quelque chose, que ça me raconte une saveur, ça me fait expérimenter une sensorialité dans mon corps, ça me fait bien évidemment partager avec autrui un moment, etc., etc., etc. Donc c'est tout sauf de la survie. Et un des dispositifs, plutôt une des dynamiques pour faire ça, c'est le travail. Donc le travail, c'est vraiment ce qui édifie un monde possible autour de soi, et pas simplement qu'un monde, ce qui édifie une version de soi-même qui permettra aussi un regard narcissique, positif, voilà. Donc, là aussi, dans le troisième manuscrit, toujours dans le manuscrit de 44, non seulement donc l'aliénation produit ce phénomène de devenir étranger à soi-même, mais de faire en sorte que les hommes deviennent étrangers entre eux. Donc il y a une réification, je l'ai dit tout à l'heure, du lien social, et il y a une séparation à l'intérieur du monde des hommes. C'est-à-dire que, en fait, les économies basées comme ça sur ce phénomène d'aliénation, d'exploitation de l'homme par l'homme, c'est une ségrégation indissociable, au sens où, précisément, on l'a vu, au moment où on produit de la richesse, on déprotège les autres. On crée du surnuméraire, on crée de la précarité. Je cite par exemple Marx. Cette aliénation apparaît d'autre part en produisant d'un côté le raffinement des besoins et des moyens de les satisfaire, et de l'autre le retour à une sauvagerie bestiale. Voilà. Donc on fait un phénomène de ségrégation. Et les uns sont à un endroit, voilà. Donc la prolétarisation, en fait, est un effet mécanique de cette dynamique capitalistique. Et c'est très intéressant, là, on va voir que chez Marx, l'objet même du capital, c'est en fait tout simplement, bien sûr, d'instaurer une propriété d'un côté et de déposséder de l'autre côté, conjointement,
de se nourrir de cette dépossession, au sens où l'objet du capital le permet, si j'ose dire, fait en sorte que l'homme n'est plus capable, on l'avait dit souvent ici, d'habiter le monde. Alors, là l'exemple est sur la maison. L'homme, même le besoin de grand air cesse d'être un besoin pour l'ouvrier. L'homme retourne à sa tanière. Mais elle est maintenant empestée par le souffle pestilentiel et méphitique de la civilisation. Et cette tanière, il ne l'habite plus que d'une façon précaire, comme une puissance étrangère. C'est-à-dire c'est une économie qui fait en sorte que l'homme n'a plus de maison. C'est ça que Marx est en train de dire. Puissance étrangère qui peut chaque jour se dérober à lui, dont il peut chaque jour être expulsé. Vraiment très parlant. Expulsé s'il ne paye pas. Cette maison de mort, il faut qu'il la paie. La maison de lumière que dans Échille Prométhée désigne comme l'un des plus grands cadeaux, etc., cesse d'être pour l'ouvrier. Et on l'avait dit plusieurs fois dans d'autres cours, c'est-à-dire l'économie oikos nomos, c'est-à-dire vraiment ce qui est la gestion de l'oikos. La norme de l'oikos, c'est-à-dire le foyer, la maison. C'est ça l'économie. C'est-à-dire que l'économie, c'est normalement c'est la science qui nous permet d'habiter le monde. Précisément, d'avoir la possibilité d'édifier un foyer, que ce soit une maison ou que ce soit quelque chose qui relève de l'usage, c'est pas tellement l'important, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir un acte de présence au monde qui fait qu'il y a un sujet derrière. Précisément là, non. Puisque ce qui va surgir, ce sont des dispositifs qui ne permettent plus à un sujet de s'épanouir. Soit parce qu'il est dans la panique de ne pas pouvoir payer son loyer, soit parce que les subprimes, et donc il va falloir rendre sa maison, etc. Il ne peut plus habiter ce monde. Alors, il poursuit dans cette même manuscrit 44, et ça nous renvoie à la question du travail et du soin. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la saleté, dit-il, se cloaque. Donc, en fait, voilà, qu'est-ce que l'économie transforme la maison en cloaque. Le cloaque de la civilisation devient son élément de vie. Et le terme qui suit nous intéresse parce qu'il parle d'incurie. L'incurie. Donc en gros, si on veut dire qu'est-ce que serait un test de crédibilité d'un travail qui n'est pas aliénant, c'est précisément un travail qui produit un soin. Qu'est-ce qui est un travail qui est aliénant? C'est un soin qui produit de l'incurie. À partir du moment où, au contraire, le travail produit un soin, ce soin est un lieu, encore une fois, capacitaire, d'empowerment, en bon français, de déploiement, d'épanouissement, d'émancipation possible. Mais voilà, mais nos économies produisent, c'est très intéressant, de la même façon, nos économies produisent des externalités négatives surréalistes qui sont les déchets. Et ce qui est une autre forme d'incurie. On voit bien que l'incurie est un terme très intéressant pour signifier à quel point ces économies participent d'une aliénation, d'un processus de dépréciation, non seulement des hommes, mais également de la nature. Voilà. Alors,
on continue. Alors, avec, on vous mettra les références, mais trois textes, trois articles. Le premier, c'est de Richard Sobel. C'était paru en 2015 dans Savoir et clinique. Et le texte s'appelle Exploitation, aliénation et émancipation. Marx et l'expérience moderne du travail, donc le texte de Sobel. Je vais y revenir rapidement juste pour expliquer encore ces questions d'aliénation sociale et de travail. Le deuxième texte, c'est celui de Frank Fischbach, dans la revue Actuelle Marx, en 2006. Le texte s'appelle Activité, passivité, aliénation, une lecture des manuscrits de 1844. Ça, c'est le deuxième texte, Fischbach. On vous mettra ça sur le net pour les références. Et puis le dernier qui est très connu, c'est un auteur qu'on connaît, qui fait un très beau livre d'ailleurs sur l'homme dépossédé. C'est Stéphane Habert, toujours dans Actuelle Marx, en 2006. Que faut-il reprocher au manuscrit de 1844 ? Voilà, donc ça, je vais revenir à partir de ces trois textes. Et puis je vous renvoie bien sûr, vraiment on a des textes d'Yves Clos, Le travail sans qualité, qui a aussi fait un travail tout à fait conséquent, ou de 2 jours, sur les questions de psychodynamique, de souffrance au travail. Les textes de Stéphane Beau ou de François Dubay sur les questions d'humiliation, là aussi on y reviendra, ou de Pogam sur la disqualification sociale. Enfin, je veux dire, il y a un très gros état de l'art sur, en gros, une appréciation assez extensive de la notion d'aliénation. Encore une fois, pas au sens de maladie mentale rendant l'individu étranger à lui-même, ce qui serait une vision très psychiatrique, mais quand même d'un processus qui empêche la question de la subjectivation. Alors, dans le texte de Sobel, c'est tout simplement de montrer que le travail n'est pas, dit-il, une structure existentielle, je cite, c'est une structure existentielle de subjectivation, plutôt, et c'est pas une structure comme une autre. Et c'est d'autant pas une structure comme une autre que nous avons aujourd'hui un phénomène d'une centralité très forte du travail, pour différentes raisons. Dans ce texte, il rappelle que de tout temps, vous avez le travail a une place spécifique, mais pas du tout au même endroit, pas du tout. La centralité du travail est quelque chose qui véritablement vient définir la période moderne. Pourquoi ? Parce que les formes de réalisation de soi, d'abord le soi n'était bien évidemment pas au même endroit, donc il ne se réalisait pas, il n'avait pas une demande de réalisation bien évidemment pareille, mais que, en revanche, il y avait aussi des parcours qui étaient proposés. La religion, par exemple. Le lieu de la religion était un haut lieu de réalisation de soi ou de non-soi, mais en tout cas de quelque chose qui était proposé là. Bon. Et où, notamment chez les Grecs, vous aviez une activité politique possible dans l'Antiquité, qui est bien sûr réservée qu'à certains, etc., mais qui permettait là aussi d'avoir un processus de subjectivation fort. Donc une activité politique, une activité religieuse, des activités, dit-il, poétiques, avec le fait qu'il y avait des productions, des conditions matérielles de la vie individuelle et collective, alors qu'aujourd'hui ce sont les machines qui font ça. À l'époque, non, vous aviez la possibilité de participer à cette activité poétique, et donc d'une certaine manière de venir aussi vous édifier là-dedans. Bref, voilà, il y avait différentes manières de construire le sens de sa vie. Et je vous renvoie toujours à cela, mais quand on définit en grec la question du travail, on voit que ça raconte précisément tous ces territoires d'émancipation et d'aliénation possibles. On dit souvent, mais le travail laborieux, pénible, c'est le ponos.
ceux qui pratiquent le grec viendront tout à l'heure me corriger, si nécessaire. Donc, le ponos sur toute la question de la pénibilité, l'ergone qui renvoie plutôt à toute la question de l'artisanat et du fait qu'on maîtrise la définition de son objet, la finalité de son objet, et qui donc permet une certaine forme de réalisation de soi. Et puis, je l'ai dit souvent là aussi dans d'autres séances, mais quelle est l'activité suprême de l'homme, sous-entendu son travail au sens de réalisation magistrale, c'est la vita contemplative, la vie contemplative. Et la vie contemplative, c'est ce qui renvoie à la scolée, et la scolée, c'est ce qui renvoie au loisir, en grec, mais qui, bien évidemment, scola, c'est ce qui a donné lieu à toute l'école et la question de l'activité intellectuelle. Donc tout ça pour dire que c'est toujours, on en revient toujours à le vrai travail est d'abord celui d'avoir un temps propre, défini par soi-même, pour venir travailler à quoi? La réalisation de soi-même, enfin la réalisation d'un soi, pas d'un ego, mais d'un soi au sens d'un sujet. Un sujet, et bien évidemment, un sujet, ça fait lien avec le monde qui l'entoure, ça vient créer des objets pour créer un phénomène de stabilisation de ce monde, etc. etc. Bon. Donc, à partir du moment où vous faites disparaître aussi les activités poétiques, parce que ce sont les machines qui prennent la main, les activités religieuses, parce qu'il y a un phénomène de sécularisation, voire de disparition de la religion, etc., etc. Vous avez petit à petit, effectivement, aussi une centralité du monde du travail. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais qui fait que la structure majeure, existentielle, au sens où elle fournit un sens à l'existence, de subjectivation, d'intégration sociale, d'identité individuelle, nous dit Sobel, c'est de fait le travail. Donc ça, c'est voilà un point important dans ce texte-là. Autre texte, et puis également vous redire à quel point cette objectivation, cette création, ce monde commun est absolument essentiel pour que l'homme, ça c'est dans les manuscrits de 44 de Marx, pour que l'homme commence à s'affirmer comme être générique. Il le fait comment? Donc comme voilà, l'espèce humaine s'affirme comme telle en façonnant le monde des objets. Et donc c'est grâce à c'est pour ça que c'est tellement important qu'il ne soit pas privé du produit de cette production, parce que c'est grâce à cela qu'il façonne le monde et que la nature lui apparaît comme son œuvre, et qu'il peut alors se contempler lui-même dans un monde de sa création. Et on n'a pas un travail qui est simplement là pour transformer la nature par l'homme, mais également un travail qui est là pour transformer l'homme lui-même. Alors, chez Fischbach, il y a plus spécifiquement une explication tout à fait didactique de cette perversion nommée par Marx, qui est que l'aliénation est un phénomène d'objectivation qui fait perdre l'objet. Et bien évidemment, dans lequel également le sujet se perd. Donc encore une fois, ce n'est pas l'objectivation de soi dans un objet qui est problématique, on l'a dit. Au contraire, ça, c'est absolument pas une mauvaise chose. Donc c'est là où Hegel et Marx sont d'accord. Marx considère que l'objet produit est un accomplissement de soi pour l'activité productrice, nous dit Fischbach, mais en revanche, il y a aliénation à partir du moment où la réalisation du travailleur
la réalisation du travailleur produit une déréalisation de lui-même, et lorsque l'objectivation produit une perte. Alors il dit, c'est pas, il va assez loin, hein, il dit, voilà, elle est une objectivation qui est en même temps une perte d'objet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une objectivation, puis après on va perdre l'objet. Non, le processus est plus pervers, c'est la production d'un objet toujours déjà perdu. Comme si, de fait, on était inscrit dans une asymétrie inégalitaire absolue d'emblée. C'est là où le système est pervers, c'est-à-dire que c'est perdant-perdant. Hein, c'est pas, ça se joue structurellement. De sorte que, nous dit-il, le travailleur aliéné est privé du travail lui-même en tant qu'objet nécessaire à sa propre vie. Donc c'est pas simplement je suis privé de l'objet de mon travail, c'est qu'à terme, je serai toujours une force de production et je serai toujours, de fait, structurellement privé de ce qui peut advenir de cette force de production. Et donc, ce travail ne me permettra jamais d'accéder à autre chose. Et il le dit, cela suppose que les individus soient réduits à n'être rien d'autre que les porteurs d'une pure capacité de travail. C'est-à-dire, en gros, je suis une machine, quoi. Je suis utilisé à chaque fois, ma force de travail est là, ce qui est la vérité, par exemple, d'un esclave. Et je produis, et c'est qualitatif, et à chaque fois où je produis cela, je me disqualifie et je me fais disparaître. Et c'est ça l'aliénation au sens, bien évidemment, très très lourd du terme. Donc, sentiment douloureux d'étrangeté à soi-même, dit-il. Alors, non, pardon. Et puis le dernier texte, celui d'Haber, où là, Haber va proposer là aussi, va continuer à définir cette aliénation comme sentiment, pas simplement comme sentiment douloureux d'étrangeté à soi-même, pas simplement comme décalage, pas simplement comme dissonance, mais, dit-il, comme un sentiment d'une existence dominée par la solitude, moi je dirais plutôt l'isolement, au sens où Arendt fait une très grande différence dans la condition de l'homme moderne entre la solitude et l'isolement. La solitude est une force, la solitude est précisément la possibilité d'être œuvre pour soi-même. Il y a un côté, le solipsisme, je dirais, qui est conjoint à la solitude, alors que l'isolement, c'est précisément la capacité de ne plus être une force pour soi-même, donc d'une existence dominée par la solitude et, dit-il, l'absence de signification. Puisque bien évidemment, une des premières capacités du travail, c'est de produire une signification. Être aliéné, c'est ne pas pouvoir être soi-même parce que l'on ne sent pas, on ne se sent pas chez soi dans le monde, être coupé des sources vivantes de l'épanouissement humain possible. Hein, c'est comme ça que définit Haber. Et en fait, dit-il, c'est une des définitions de l'expérience moderne. C'est que l'expérience moderne fait advenir cette disjonction, je dirais plutôt l'expérience postmoderne actuelle. Parce que précisément, ça a quand même été aussi une conquête de la modernité au sens de la révolution, hein, de tenter par le travail de refaire lien avec l'émancipation. C'est un idéal révolutionnaire, hein, de vraiment d'avoir le travail comme lieu de transformation du monde et comme d'émancipation. Mais on va dire une expérience postmoderne, néolibérale, c'est un peu différent. Et donc cette expérience moderne, c'est l'expérience, dit-il, de la perte progressive, de la conjonction entre une réalisation harmonieuse de soi et la certitude d'appartenir pleinement
au monde, et bien évidemment le travail. C'est-à-dire que le travail ne me permet pas de créer ce sentiment d'appartenance au monde. Et c'est dans ce texte justement que Haber n'est pas du tout dans une vision, encore une fois, infantile de l'aliénation. Il a tout un passage intéressant sur, on l'a dit tout à l'heure, sur cet entrelacement de la contrainte et de l'autonomie. Et d'ailleurs, sur le fait de dire, c'est assez terrible d'ailleurs, tant qu'on a la conscience de cette aliénation, c'est bien évidemment une trace de la subjectivité très forte. Donc c'est une expérience forte de la subjectivation que de se sentir aliéné par. Mais enfin bon, le but c'est quand même de ressentir la subjectivation autrement que par la propre conscientisation de son aliénation. Et d'ailleurs, l'expérience de la souffrance au travail, c'est ça. C'est-à-dire que, comme expérience magistrale de la subjectivation, c'est que les gens tombent malades. Ils tombent malades par leur sentiment parce qu'ils ont le sentiment d'expérimenter chaque jour une diminution, un appauvrissement d'eux-mêmes, une diminution, une limitation vitale, dit-il, l'épreuve d'une diminution concrète de soi, d'une limitation vitale. Modification globale du style de l'être au monde. Voilà ce qui se passe. L'impossibilité d'être soi-même, etc., etc. Et pour en terminer sur ces définitions de l'aliénation, la citation à laquelle il se réfère d'Adorno dans Minima Moralia, où Adorno est un des grands théoriciens et comment dire de cette école de Francfort, et qui donnera, et on y reviendra tout à l'heure, un des héritiers, c'est Axel Honneth avec la société du mépris, et on y reviendra, où voilà une définition plus métaphysicienne de l'aliénation, c'est la façon dont la vie se manque. C'est ce que dit Adorno, et il le dit d'ailleurs, la façon, c'est Haber qui fait référence à cela, la façon dont la vie se manque. C'est d'ailleurs pas forcément d'une violence spectaculaire. Elle peut prendre la forme de légères rigidifications au sein même des raffinements de la civilisation, et s'exprimer à la manière de nouvelles insensibilités qui restreignent silencieusement, et là aussi c'est une définition de l'aliénation possible, l'intelligence que la vie a d'elle-même. Restreindre l'intelligence que la vie a d'elle-même. La façon dont la vie se manque. Voilà, une définition, alors là, très, très, extensive de ce qu'est l'aliénation et comment l'aliénation vient constituer, le rappelle-t-il, le thème vraiment central de la critique sociale, et qui a été au cœur de la théorie critique et bien évidemment de l'école de Francfort. Et là, pareil, on revient à la question du soin dans ce texte, où il dit, voilà, c'est la santé rendue impossible. Et là, la santé, on peut l'entendre sans doute dans un sens très nietzschéen, santé cosmique, ou très bachelardien, comme la santé du corps, puisque très rapidement, il va parler de la mortification des corps, indissociable du rétrécissement de la vie psychique. Voilà. Ça aussi, c'est des... Alors, bien évidemment, il faut-il encore un sujet pour sentir le rétrécissement de la vie psychique? On est d'accord.
mais quand même. Et Marx avait un autre mot pour parler de rétrécissement de la vie psychique. Le mot qui est utilisé, qui est rappelé par Habert, dans toujours les manuscrits de 1944, c'est le crétinisme. Une version un peu crue de la chose, mais c'est-à-dire sentiment de devenir crétin. On l'a tous eu quand même. Sentiment d'avoir et de rentrer aussi dans un phénomène d'aberration morale. Ça aussi, c'est un sentiment qui est très, très, très présent quand vous faites des entretiens avec quantité d'individus liés au monde du travail. Bon, voilà. Donc non pas que, bien évidemment, le travail précisément, l'enjeu, c'est qu'il ne soit pas ça. Et au contraire, qu'il soit le lieu d'une subjectivation possible. Alors, pareil, dans la continuité de cette aliénation, c'est un terme que vous ne trouvez pas, mais on a parlé chez Honnête de réification, bon, de société du mépris, et là aussi, souvent on en a parlé, mais je vous y renvoie, sur la notion de falsification de la reconnaissance. Souvent on l'a évoqué, société du mépris, c'est-à-dire que la notion même, qu'est-ce que c'est un phénomène de perversion, c'est quand la notion même de reconnaissance est aliénée, elle est instrumentée. Et ça, très clairement, Axel Honneth, vous avez des pages entières dans La société du mépris sur comment la reconnaissance sociale est devenue aujourd'hui, en fait, purement rhétorique, dit-il. Et qu'en fait, dit-il, la fonction sous-jacente de la reconnaissance sociale est d'intégrer des individus ou des groupes sociaux dans l'ordre social dominant. Et dans une version très foucaldienne, les pratiques de la reconnaissance n'entraînent pas un accroissement du pouvoir des sujets sociaux, mais au contraire leur assujettissement. Donc, là aussi, la reconnaissance sociale comme un dispositif d'assujettissement. Ce qui est toujours le cas, il y a toujours assujettissement, mais il faut aussi un phénomène de subjectivation. Donc, on retrouve l'analyse de Marx avec le fait que, encore une fois, l'aliénation, c'est la dépossession de la puissance d'agir subjective. Donc voilà quelques données sur cette aliénation, et puis pour aller plutôt sur des questions d'avatar possible. Alors, bien évidemment, je ne reviens pas sur, parce qu'on a un cours entier sur ce qu'on avait appelé les destins de la rationalité instrumentale, et en somme, où on a déjà travaillé avec ces notions de réification et ou les questions d'aliénation qui pouvaient s'articuler avec la notion d'évaluation, par exemple. On a fait différents cours là-dessus. Mais dire quelque chose un tout petit peu de l'addiction, la notion d'addiction. En quoi, éventuellement, c'est aussi un phénomène social, c'est aussi quelque chose qui travaille avec une aliénation sociale, et pas que, bien évidemment, une aliénation psychique. Alors là, d'abord, vous renvoyez à deux références. La première, qui est plutôt, alors là, sur le côté positif, un texte de Elisabeth Rosset et de Marc Valeur qui s'appelle Le virtuel et ses avatars, c'est dans Enfance et Psy. Et là qui est plutôt sur
l'addiction et la fonction refuge, et dire quand même un petit mot de cela. Et puis un autre texte qui est un texte beaucoup plus général, là aussi avec une définition très extensive de l'addiction, le livre de Sorrent, d'Isabelle Sorrent, qui s'appelait d'ailleurs Addiction générale, qui était paru en 2011, et qui proposait une vision de l'addiction comme pathologie sociale généralisée, et puis vous dire également quelque chose de l'addiction du corps et du dopage, là aussi, avec le livre d'Isabelle Queval, que vous connaissez sans doute, S'accomplir ou se dépasser, et puis le livre de Paul Lyonnais, qui est un grand, notamment sociologue du sport. Bon. Alors, le premier point avec le texte de Valeur et Rosset, c'est de montrer, et ça là aussi je pense que chacun nous en faisons l'expérience tous les jours, comment le phénomène d'immersion, elle travaille plutôt sur les addictions, les jeux en réseau, etc. Qu'est-ce qui se joue dans cela? Et effectivement, cette immersion dans les jeux en réseau, par exemple, remplit, dit-elle, classiquement, une fonction de refuge. C'est-à-dire un phénomène, et c'est ce qui m'intéresse, c'est la formulation qu'elle utilise, un moyen d'automédication. Intéressant, moyen d'automédication, c'est-à-dire qu'avant de devenir un problème, il s'agit d'utiliser ça comme un pharmacone, comme un remède qui est poison, et c'est hélas, comme toujours le cas, l'addiction qui, dans un deuxième temps, va entraîner un processus de désubjectivation et de désymbolisation, mais dans un premier temps, souvent qui, au contraire, si c'est le jeu notamment, ouvre un espace, dit-elle, ouvre un espace où la virtualisation rend possible quelque chose. C'est-à-dire que je fais face à une impossibilité dans le monde, quelle qu'elle soit, et puis je me réfugie dans un monde autre qui permet de manière fantasmatique d'expérimenter le fait que la mort est réversible, je peux mourir et puis renaître, etc. etc. Bon. Je fais le vide, dit-elle. Bref, il y a une fonction cathartique possible dans cet univers du jeu. Le moment où ça bascule dans l'addiction, c'est quand précisément la catharsis n'est plus possible. On va parler d'addiction quand précisément le pharmacone devient poison et non plus remède. Et où vous allez avoir petit à petit un sujet qui disparaît. Un sujet qui disparaît. Elle dit également que dans l'addiction, on pourrait classer les diverses addictions en fonction, ils disent, puisque c'est Valeur et Rosset, Marc Valeur et Elisabeth Rosset, qu'on pourrait classer les diverses addictions en fonction de leur gradient ordalique. Qu'est-ce que le gradient ordalique? Qu'est-ce que l'ordalie? L'ordalie, ça vient de ordalium, c'est-à-dire le jugement de Dieu, et c'est plus simplement une épreuve. L'ordalie, c'est une sorte d'épreuve qui va, une épreuve de laquelle nous sortons et qui vient dire le bien fondé de ce que nous sommes ou pas. Et donc, en gros, il est possible de classer les diverses addictions en fonction de leur gradient ordalique, c'est-à-dire en fonction de la plus ou moins grande place qui occupe une prise de risque et une transgression activement recherchée et subjectivement vécue comme positive. Donc il y a des addictions qui n'impliquent pas une prise de risque immédiate, et puis il y a des addictions qui vont au contraire
mettre en place un danger réel, un réel de la mort qui est beaucoup plus fort. Mais en quoi addiction et aliénation peuvent travailler de concert? Parce que en fait, l'addiction fait disparaître le sujet en nous. En fait, à quoi sert l'addiction? L'addiction sert, si on le voit comme un phénomène d'automédication, il s'agit bien d'échapper à la souffrance, échapper à la souffrance d'être un sujet. Et être un sujet, c'est être face au monde. Hein. Donc, d'échapper, d'être... et pour échapper à cette souffrance, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne veut pas goûter, si j'ose dire, au déplaisir de faire sujet. Donc, on va goûter au plaisir de ne pas faire sujet. Et au plaisir de faire disparaître son sujet. En tout cas, c'est une hypothèse. Hein. Donc, l'addiction, vous avez en fait une soumission à la souffrance, mais par le plaisir. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire face à la souffrance, on ne la combat pas, et par la fuite dans un plaisir, dans un certain type de jouissance, même si cette jouissance est mortifère, on prend la voie du plaisir pour ne pas lutter, parce qu'on n'y arrive pas, contre une souffrance. Et bien évidemment, cette voie d'un plaisir, dans un premier temps, est un plaisir, et très très vite, bien évidemment, on le sait, un phénomène d'anesthésie, et puis très rapidement, très souvent dans les addictions, on n'est même plus capable de ressentir du plaisir. Mais en tout cas, c'est sous couvert d'être un chemin de singularisation, en fait, c'est un chemin de désingularisation. Ça, c'est... Et alors, ce que dit Sorens, c'est intéressant parce que elle va effectivement montrer que, en fait, il y a des addictions, il y a qui sont orchestrées socialement. En fait, que ça renvoie à tout un continuum. Alors, elle se dit très simplement, elle dit, voilà, prenons une dépendance classique, l'alcool, ou encore les jeux électroniques, ou encore la nourriture, etc. Que faire, demande Sorens, quand la ville entière est votre dealer? Bon, c'est une boutade, mais tout de même. Hein, cette assimilation de la société et du dealer montre tout de même comment, bien évidemment, un certain type de société ne se soucie que d'une chose, non pas satisfaire nos besoins, mais instrumentaliser nos manques, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et même créer nos manques. Hein, c'est classique, c'est la société de consommation classique. Donc un dispositif pervers. Donc l'addiction, dans ce sens-là, est presque tout sauf une affaire strictement individuelle. C'est une affaire de psychodynamique, quoi. C'est vraiment une affaire où la société s'accorde pour faire en sorte que notre sujet disparaisse, avec notre consentement. Et alors, je vous passe l'épisode qui va nous tomber sur la tête dans quelques temps avec la réalité virtuelle. Parce que là, welcome, moi j'ai fait une expérience, je le dis souvent, mais ça m'a marqué quand même. Parce que là, de fait, on met son cerveau sous substance. Ça active le circuit de la récompense et piou. Voilà. Et d'une certaine manière, c'est pas du tout impossible que ce que la politique a raté au sens d'organiser la paix entre les hommes, peut-être que la technique va le réussir en lobotisant, voilà, en nous rendant tous, comment dire, comment on appelle ça,
brainwashés, entre guillemets, par l'activation neurologique et fantasmatique par la réalité visuelle. By the way. Mais quand même, c'est assez intéressant. Il suffit de voir de toute façon comment on est face à nos écrans et comment on est pris dans ces mondes virtuels qui sont de moins en moins virtuels puisqu'ils constituent à peu près 2/3 de nos vies quasiment aujourd'hui. Donc, mais bien évidemment, il y a quelque chose en rapport avec la question du sujet. Bon. Et puis, comment dire, dernier point, là aussi je l'avais traité rapidement dans les pathologies de la démocratie, la question du dopage que je trouve intéressant, parce que le dopage me paraît moins le signe de tricheur ou voilà, que plutôt le signe de ceux qui veulent être le plus intégrés possible, de ceux qui veulent être les meilleurs d'entre nous, au sens où non pas le signe de la marge, mais comme le signe de la norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel est le signe de la norme? C'est la surnorme. C'est ça qui fait fondamentalement la norme d'aujourd'hui. Et donc, comme la surnorme est devenue le moyen de vivre les droits de la norme, eh bien, de fait, on se dope. Parce que sinon, on n'a même plus accès aux droits de la norme. Et donc, la surnorme devient une manière d'accéder à ce qui est dû normalement à la simple norme. La surnorme devient une obligation commune parce qu'il y a un réquisite de performance sans cesse. Et donc ça, c'est la question du dopage. Et pour archétype de ce dysfonctionnement-là, d'aliénation, et qui bien évidemment est un personnage très souvent promu, c'est-à-dire la question du champion, hein, la haute compétition. C'est le texte de Queval auquel je vous renvoie rapidement, et de Paul Lyonnais, où très clairement Paul Lyonnais dit voilà, les vrais risques du sport de haut niveau avant le dopage, c'est le sport de haut niveau lui-même. C'est-à-dire qu'en somme, qu'est-ce qu'il dit simplement? Que là il y a une aliénation totale, c'est la pratique intensive, mais à un tel point que bien évidemment la santé, dit-il, n'est pas bien évidemment l'objet n'est pas la finalité du sport, mais la santé est le moyen par lequel le sport va être de plus en plus performant. Donc on instrumentalise la santé au lieu d'en faire une finalité, donc c'est bien évidemment une perversion, et la santé sert de justification à l'exploitation maximale de l'organisme. Elle se voit instrumentalisée par le seul faire, et elle génère bien évidemment la pratique intensive de n'importe quel sport à ce niveau-là génère quoi? Une traumatologie, nécessairement. Donc, je cite Queval, découvrir le rendement maximal du corps et de l'esprit n'étant rien synonyme de santé, le sportif de haut niveau évolue sur des crêtes où l'équilibre semble résider dans un déséquilibre permanent que guette la blessure, la dépression, l'abandon, en un mot la casse. On ne s'étonnera donc pas que la santé figure sur la liste des moyens et non pas des fins. La santé est ici un prétexte à la forme, à la performance, une condition de possibilité souvent éphémère, parce qu'usée par le rendement requis, elle sert de justification à l'exploitation maximale de l'organisme. Et donc, on a la fin de cette figure magnifiée du grand champion comme étant le plus intégré d'entre nous et le plus magnifique d'entre nous, et qui est en fait pas le plus aliéné, mais en tout cas celui qui vient quand même s'appuyer sur une traumatologie très forte, et sans parler du risque
parce que dans sa version positive, il est en bonne santé, puis bien évidemment, très souvent, quelques années plus tard, on sait à quel point les cancers et quantité c'est comme si le sportif de haut niveau venait vivre dans son corps, dans son intégrité physique, en fait, l'entropie même de la société. Et il la prenait sur lui parce que, voilà, il a accepté d'incarner, si j'ose dire, cette entropie ou cette énergie négative, collective qui vient tout d'un coup impacter son seul corps individuel. Et il y a quelque chose de gladiateur, là, pour le coup, de quelque chose de terriblement sacrificiel, dans ce sens-là, à ce moment-là. Voilà un petit peu quelques éléments sur cette aliénation sociale et sur, encore une fois, les dispositifs de psychodynamique qui sont derrière cette notion. Et vous avez la parole pour les remarques ou les questions.